Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau pour nous faire partager leur expérience. Tous ont un point commun, ils ont connu une histoire d'amour passionnelle qu'ils pensaient éternelle. Mais malheureusement, cette romance a pris fin bien trop tôt et ils ont vécu cette séparation comme un cataclysme, pour certains si violent qu'ils n'arrivent toujours pas à s'en remettre. Cette rupture m'a fait perdre la tête. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui et après ces récits à fleur de peau, nous retrouverons dans l'histoire continue Lydie, Joël et Stéphanie qui nous parleront de leur nouvelle vie depuis leur passage sur notre plateau. Mais d'abord, découvrons l'histoire de Julia. Bonjour. Bonjour. Lydia, vous êtes à la croisée des chemins. Pourquoi êtes-vous parmi nous aujourd'hui? Alors en fait, je suis venue aujourd'hui pour partager en fait l'histoire que j'ai vécue, qui m'a fait beaucoup souffrir et qui me fait toujours encore souffrir aujourd'hui. Et j'aimerais recevoir en fait des conseils pour m'aider à tourner la page. Que représentait cet homme pour vous? Pour moi, cet homme représentait tout en fait. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. Quand notre histoire s'est terminée si promptement, en fait, je me suis retrouvée complètement désarmée. Et, j'ai complètement, en fait, chaviré dans un chagrin. Et aujourd'hui, j'arrive toujours pas à m'en remettre, en fait. C'était le premier grand amour? Peut-être le seul? J'ai eu des grands amours, mais un amour comme ça, en fait, si passionnel, j'en ai pas eu avant, en fait. Que ressentez-vous pour cet homme aujourd'hui? J'ai toujours des sentiments pour cet homme, mais je suis partagée entre l'amour et la haine. Enfin, la haine, la vengeance, plutôt. Et il vous a donné quelle raison quand il vous a quitté? Il vous a dit quoi? Quand il m'a quitté, en fait, il m'a dit, il m'a pas vraiment dit grand-chose. Il m'a dit, je pars pour mon avenir. Tu m'as demandé de choisir entre mon avenir et toi. J'ai choisi mon avenir. Et il est parti. Et en fait, après, j'ai appris qu'il s'était remis avec quelqu'un au bout de peu de temps. Et donc là, j'ai vu rouge. Et là, je l'ai insulté publiquement. Je voulais aller le voir. Je rêvais de vengeance, en fait. Et à l'heure actuelle, je rêve toujours de vengeance. J'ai toujours envie d'aller le voir et de lui dire, voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que tu as perdu, en fait. De lui montrer. Et oui, il peut se dire, j'ai perdu une furie, ça ne va pas l'embêter de vous avoir perdu. En fait, oui, c'est ce qu'il a dit. Il m'a dit, en faisant ça, tu passes pour une folle alliée. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui, en fait, parce que, comme j'ai dit, j'aimerais, en fait, essayer de tourner la page sur cette relation qui m'a fait et continue de me faire tant souffrir. Et j'aimerais avoir donc des conseils et des candidats, peut-être Des candidats? C'est pas un jeu ici. Non, non, mais en fait, à moins que vous vouliez avoir des candidats pour l'avenir. Non, mais en fait, partager la même, en fait, l'histoire qu'ils ont vécue, peut-être, puisque le thème, c'est cette rupture qui m'a fait perdre la tête. Oui. Donc, reconnaître, en fait, des similitudes dans leur histoire et réagir par rapport à mon histoire et aussi avoir des conseils de la psychologue, si possible. Alors, des appels, des messages, tous les moyens sont bons pour vous manifester à lui. Mais aujourd'hui, avec le soutien de vos proches, vous cherchez donc à sortir de cette spirale infernale. Pas un jour sans penser à lui. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Julia, 29 ans, est dévastée. Celui qu'elle considérait comme l'homme de sa vie l'a quittée du jour au lendemain. Depuis, elle se rend dans ce parc, un lieu qui lui rappelle des souvenirs de sa relation passée. Quand je reviens ici, je ressens de la nostalgie. Parce que je me dis que j'aimerais bien revivre ces bons moments. Je suis toute seule, sans lui, et j'aimerais bien en fait, qu'il soit à mes côtés. Dans l'avenir, je me projetais avec lui, je me voyais avoir des enfants avec lui, être installée. Du coup, aujourd'hui, oui, j'ai toujours des sentiments, je l'aime toujours, mais je sais qu'il faut l'oublier. Chez elle, Julia a gardé précieusement tous les cadeaux que lui a fait cet homme. Des reliques du passé dont elle refuse de se séparer. Chaque objet a son importance. Cet ourson, c'était un ourson que Romain m'avait offert à un anniversaire.
Quand je remets les boucles d'oreilles que Romain m'a offertes, je ressens... Là, il y a tous les souvenirs en fait qui ressurgissent et ça me fait un peu mal au cœur. Ça me blesse. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Et pire encore, depuis quelques semaines, elle traque jour et nuit son ancien compagnon sur le net, jusqu'à s'immiscer dans sa nouvelle vie. Je vérifie toutes ses copines, savoir comment elles sont physiquement, si elles sont mieux que moi. Dernièrement, elle a même réussi à entrer en contact avec sa nouvelle petite amie. Je sais qu'il a une copine. Je lui dis fais attention parce que ce n'est pas de quelqu'un de bien. Quotidiennement, Julia harcèle également par téléphone leurs anciens amis communs, toujours dans le but de le traquer. Depuis qu'il est parti, il te donne des nouvelles. Bah ouais, sur Facebook, oui. Ah bon, il t'a écrit? Ouais. Et qu'est-ce qu'il t'a écrit? Parce que là, j'étais pas au courant. Ouais. Bah écoute, il passerait début octobre, je crois. Ah bon? Ouais, non, il va venir, ouais. J'appelle de temps en temps les amis de mon ex parce que ça me fait du bien. Ça me permet d'exprimer en fait tout ce que je ressens en ce moment par où je passe. Olivier, son voisin, tente régulièrement de lui venir en aide. Mais alors même qu'il tente de la raisonner, Julia continue d'envoyer des SMS à son ancien compagnon, plusieurs dizaines par jour. Je vais lui envoyer un message quand même. Tu vas obtenir quoi avec ça? En fait, ça me soulage. Ouais, mais ça me soulage. Mais je sais que j'avance pas du coup. Et quand tu m'en parles, tu reçois aucune réponse? Non. T'es malheureuse? Ouais. Et là, tu continues de te faire mal. Tu crois qu'il a mal, lui? Franchement, tu crois qu'il est en train de souffrir comme toi, t'es en train de souffrir, là? Bah, dis-moi honnêtement. Je crois pas. Tu voudrais? Ouais, je voudrais, ouais. Tu voudrais sans le vouloir. Voilà. Mais au fond de toi, moi, je suis sûr qu'il s'amuse bien là, avec sa copine. Et tu pars dans tous les sens. Là, tu pars dans tous les sens. Je vais suivre ses conseils. Parce que je pense que ses conseils sont bénéfiques. Et c'est quelqu'un qui me veut du bien, donc je vais m'en sortir. Parce que j'ai tout un travail à faire sur moi. Qu'est-ce que vous pensez de vous, Julia, en vous regardant dans ce reportage? Je pense que j'ai vu en fait une tristesse en moi, que j'ai toujours. Et je vois quelqu'un de désespéré, quoi, qui n'arrive pas à s'en sortir. Qui est, comme a dit en fait Olivier, je suis face à un mur et voilà, je reste bloquée. Alors vous avez bien fait de venir, je crois, parce que vous allez pouvoir profiter des conseils de Frédéric Farigou, notre spécialiste de l'amour. Quelle est votre première réaction, Frédéric, à l'histoire de Julia? Déjà, en fait, j'ai de la peine pour vous parce que de vous voir... pour faire ça, il faut vraiment souffrir. Donc votre souffrance, plutôt que d'être en contact avec, vous vous en défendez dans cette vengeance. Et la vengeance, ça ne mène à rien. Ça ne fait de mal qu'à vous. C'est à vous que ça fait le plus de mal, cette vengeance. Et puis, ça entretient une mauvaise image de vous. Et ça entretient un lien toxique avec lui. Et c'est vraiment impossible de se libérer si vous restez là-dedans. C'est impossible. Parce que vous gardez un lien qui... Donc, conseil concret, accepter sa souffrance, ça veut dire quoi? Accepter de pleurer, accepter d'être triste? Voilà. Parce que vous dites que vous êtes triste, mais c'est comme si vous étiez coupé de votre émotion, parce que ça fait tellement mal que vous vous coupez de cette émotion et vous vous en défendez en étant dans la vengeance, à l'extérieur de vous. Donc, votre tristesse, une séparation, ça fait toujours mal. Donc, c'est important de la vivre, cette tristesse, de le vivre, son chagrin. Et là, il y a aussi une blessure d'estime de soi, parce qu'en fait, le moment où vous avez commencé à vouloir vous venger, c'est quand vous avez appris qu'il avait une autre relation. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre pourquoi c'est si insupportable pour vous. Ça fait sûrement référence à des blessures du passé. Et dans votre attitude, en fait, vous cherchez à contrôler la relation. Et peut-être parce que vous avez peur de perdre l'autre, peur d'être abandonné. Et je pense qu'il y a un travail à faire, et d'ailleurs vous en êtes consciente puisque vous le dites dans le reportage. Donc un travail à faire par rapport à votre propre histoire pour comprendre pourquoi c'est si insupportable de ne plus avoir de prise sur l'autre, en fait. C'est vraiment très toxique pour soi, la vengeance. Ça, c'est vraiment important que vous en preniez conscience. Et qu'est-ce qu'on a à gagner à accepter sa tristesse?
Eh ben, à pouvoir passer à autre chose. En touchant le fond, on rebondit. Ben oui, toujours, toujours. Accueillir qu'on est triste, qu'on a le droit d'être triste. Une rupture, ça fait mal, ça donne du chagrin, mais on passe à autre chose après. On vit des séparations, on en vit tout au long de notre existence. Mais quand on a une incapacité comme ça à se séparer, c'est qu'il y a quelque chose dans votre histoire à récupérer. Sans doute une blessure d'abandon ou une blessure d'estime de soi, de manque d'amour. Donc, moi, je vous invite vraiment à travailler plus sur votre propre histoire plutôt que d'être dans lui et à chercher à lui faire du mal. Lui, il vit sa vie, visiblement, il est passé à autre chose. Vraiment, il faut que vous arrêtiez. Même appeler ses amis. Vous dites dans le reportage que ça vous fait du bien, mais c'est l'inverse. Alors, j'espère que les témoignages de nos autres invités vont vous permettre d'avancer, d'en tirer des enseignements. Il est temps à présent d'accueillir Françoise et d'ouvrir avec elle la première partie de notre émission, un cataclysme amoureux. Françoise, de qui êtes-vous venue nous parler aujourd'hui? De mon ex-conjoint. À quel âge vous êtes-vous rencontrés? À 16 ans. Combien de temps êtes-vous restés mariés tous les deux? On a été mariés 25 ans. Vous formiez quel couple? Alors, un couple avec beaucoup de joie, très chaotique, pas toujours facile. Beaucoup de conflits? Beaucoup de conflits, oui. Beaucoup de disputes? Des disputes. On a eu des joies quand même, malgré tout. Mais c'était quand même très chaotique. Est-ce que dans des périodes chaotiques, comme vous dites, difficiles, est-ce que vous avez songé à quitter votre époux? Non, parce que finalement, j'étais quand même heureuse avec lui, donc je ne pensais pas le quitter. Après des années donc, de cette relation chaotique, lui vous a finalement annoncé son intention de vous quitter. Oui. À quelle occasion exactement? Eh bien, c'était 1 mois après le mariage de notre fille. Il m'a annoncé qu'il voulait partir de la maison. Donc là, ça a été... le ciel m'est tombé sur la tête parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Nos enfants étaient grands, enfin bon, vraiment, c'était vraiment très terrible ce qui m'est dit. Il avait quelqu'un d'autre dans sa vie? Alors, bien sûr, il m'avait dit que ce n'était pas à cause de quelqu'un d'autre, que c'était à cause de moi. Mais en fait, j'ai su très rapidement après qu'il avait quelqu'un. Est-ce qu'il a tout de suite quitté le domicile conjugal? Alors, absolument pas. Il est resté 2 ans à la maison avec moi. C'était la cohabitation. Mais là, c'était terrible parce qu'en fait, vu ce qu'il m'avait dit, je le pistais, j'étais très, très jalouse. Enfin, c'était quelque chose de même pas pensable. C'était vraiment une épreuve très, très difficile. Est-ce que c'est possible, Frédéric, de faire le deuil d'une relation quand l'autre est constamment sous vos yeux? Pas vraiment. C'est une situation intenable, en fait. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Pendant 2 ans. Oh, c'est très, très long. Oui. C'est-à-dire que, par définition, faire le deuil, c'est aussi qu'il y ait une séparation effective. Là, vous le voyez vivre sous vos yeux, évoluer sous vos yeux. Donc, ça a dû être, je pense, très, très mortifère pour vous, cette, oui, c'était terrible. Cette situation. Donc, on peut difficilement faire le deuil en cohabitant comme ça. C'est pour ça que ce genre de cohabitation, il y en a de plus en plus, parce que malheureusement, c'est compliqué. Une séparation, c'est aussi perdre beaucoup au niveau matériel. Et c'est vrai que soit la relation n'est plus du tout passionnelle, et alors là, c'est faisable. Mais là, en l'occurrence, vous, Françoise, vous ne souhaitiez pas vous séparer. Donc, c'est un enfer, en fait, à vivre. Alors que vous viviez encore sous le même toit, vous avez reçu les papiers du divorce. Comment vous avez réagi à ce moment-là? Là, le ciel m'est tombé sur la tête. C'est clair que c'est pas évident du tout. Et là, j'ai pleuré. Vous en aviez parlé tous les deux de ça? Alors, on en avait discuté un peu, mais je ne pensais pas avoir les papiers du divorce. Surtout, c'était juste un peu avant Noël. Donc, c'était vraiment une épreuve très, très difficile. Il est parti après? Alors, il est parti 1 mois après. Et là, c'était terrible parce que... Ça a été encore pire? Oui, je pense. Après son départ? C'est là que vous avez commencé à avoir des idées noires? Vous disiez quoi à l'époque? Pour moi, c'était... ça me fait penser un petit peu à ce que dit Julia. Bon, pour moi, la vie n'avait plus de signification. Ça a été terrible. Vraiment, je peux dire que le ciel s'est écroulé sur ma tête. Je ne pensais pas qu'il fallait qu'on vende la maison, que c'était... Et là, j'ai pensé à me supprimer.
Carrément. Mm. Vous êtes passé à l'acte? J'ai voulu. De quelle manière? Alors, j'ai voulu me jeter sous un train. Et là, ça a été terrible. Ah, excusez-moi. Et heureusement, il y a un chauffeur de TGV qui a vu ce que je faisais et qui a prévenu. Et là, ce sont des gendarmes de la SNCF qui sont venus. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là en particulier pour que vous en arriviez là? Je pense que c'était la solitude, c'était un week-end. Et je ne travaillais pas ce jour-là et c'était un samedi. Et je pense que c'était la solitude qui avait pesé sur moi. Et voilà. Il n'y a pas que des femmes qui souffrent de rupture. Christian est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour. Vous aussi, Christian, vous avez beaucoup souffert suite à une séparation que vous n'aviez pas vu venir. Et pour mieux comprendre cette souffrance, nous allons revenir au début de votre histoire. Dans quelles conditions avez-vous rencontré cette femme? Alors cette femme, je l'ai rencontrée sur Internet, comme souvent. Et puis, il s'est créé une relation. Voilà, Comment décririez-vous cette relation? À partir du moment où on s'est vu? Oui. Voilà. Dès qu'on s'est vu, ça s'est très très bien passé. On a démarré quelque chose. C'était quelqu'un qui n'habitait pas dans ma région, donc il a fallu que je me déplace, que j'aille la voir. Et, loin? Oui, très très, 1200 km. 1200 km? Ah oui. Ah oui, vous avez choisi la simplicité. Oui, j'adore ça. J'adore ça. Donc je me suis déplacé, on s'est vu sur le quai d'une gare, c'était hyper romantique, très magique. On s'est plu tout de suite et puis la relation a débuté. Voilà. Elle m'a dit tu es quelqu'un, tu es celui que je cherchais depuis longtemps, etc. Et moi, j'ai entendu ça. Donc vous aviez des projets tous les deux? On a eu. Elle était, je pense sincèrement, pour ça qu'elle était vraiment sincère et honnête. C'est très important. Elle était sincère et honnête à ce moment-là. Voilà, quand elle m'a dit, elle a pleuré dans mes bras en me disant tu es l'homme de ma vie. C'est quand même déroutant, même si vous avez 40 ans et que vous avez déjà vécu. Voilà, c'est assez plaisant. Donc à l'instant T, elle était sincère. Sincère. Complètement, oui. Elle y croyait vraiment. Ce rêve éveillé a subitement pris fin. De quelle façon? Alors, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 6 mois, pile poil. C'était connu l'été, et puis c'était Noël, c'était le jour de l'an. Et puis elle me dit de monter, évidemment. Et moi, je monte avec ma fille, qui avait 10 ans à l'époque, petite, pour présenter ma fille à sa famille. Voilà. Donc pour moi, c'était important, c'était un passage vraiment important. Mais je l'ai senti un petit peu bizarre. J'aurais dû avoir du nez. Donc je suis monté, je l'ai vu, on a passé 2 jours, 2 jours avant le jour de l'an. Et tout s'est bien passé. Elle m'a rassuré même, parce que j'avais quand même quelques craintes. Elle m'a un peu rassuré. Tout s'est bien passé quand, tout à coup, un beau soir, à la veille du Nouvel An, elle m'annonce, d'une manière la plus froide possible, la plus désuète possible, ah, au fait, faut que je te dise, je compte pas venir. Je compte pas venir sur là où tu... Venir, c'est-à-dire, elle devait venir s'installer dans le sud. On était allé voir carrément un appart. On parlait, bon, on rigolait, mais on parlait carrément peut-être de mariage, vous voyez. Donc, pour moi, je la sentais vraiment sincère. Mais est-ce que quand elle vous a dit « je n'envisage pas de descendre », vous a dit que c'était fini entre vous? Non, elle m'a dit... Enfin, vous savez, il y a ce qu'on dit avec les paroles et puis ce qu'on dit vraiment... voilà. Moi, j'ai senti que c'était terminé. J'ai senti que... Elle vous a dit quoi? Ben voilà, d'une manière la plus froide possible. Si vous tenez à la personne, vous lui dites pas ça comme ça. Voilà. Non, mais alors, comment elle vous l'a dit? Ça a duré 20 minutes, je vais avouer. Ah mais oui. elle a dit, voilà, comme si elle me disait, au fait, j'ai oublié de repasser ta chemise. Donc, voilà, c'était la manière qui était... Bon, alors, comment vous avez réagi? On ne saura pas comment elle vous l'a dit précisément, oui, mais bon. C'est pas important, c'est la manière qui Et comment vous avez réagi? Vous savez, j'ai dit, je l'ai laissé parler pendant 20 minutes. Voilà. Puis au bout de 20 minutes, moi, ça faisait 6 mois que je ramais derrière et que j'essayais quand même de faire quand même pas mal de choses. Je lui ai dit, attends, moi, demain matin, je prends un avion et je m'en vais. Je prends ma fille dormait à côté, je prends un avion, je m'en vais. En attendant qu'elle me dise non, surtout pas, reste là, viens,
je me suis trompé, etc. Non, 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 elle est partie. Et elle s'est endormie. Et puis, toute la nuit, d'ailleurs. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai pris mon avion. J'ai attendu qu'elle revienne. Elle est pas revenue. Voilà. Donc, le lendemain matin... Donc, vous avez bien senti les choses. En fait, elle n'avait aucune envie de vous retenir. Non. Vu ma réaction aussi, je pense. Vu ma réaction, j'étais comme assez voilà, c'était blanc ou noir, voilà, vous voyez. Et je pense, elle m'a dit après, quelques jours après, elle m'a dit, écoute, si les choses s'étaient passées autrement, les choses se seraient passées autrement. On aurait peut-être pu continuer. Mais tu es tellement intransigeant que, non, reste chez toi, il vaut mieux. Voilà. Donc ça, c'était des mots qui étaient très durs pour moi à l'époque. Aujourd'hui, je le comprends aisément. Donc vous êtes parti avec votre fille sous le bras, et que s'est-il passé dans les jours suivants? Donc, d'autres histoires, des ruptures, je savais ce que c'était. Je m'étais pris quelques baffes, déjà. Donc, celle-là, je me suis dit, bon, pas de problème, je vais gérer le truc, les doigts dans le nez, comme d'habitude. Et quand l'avion a atterri, j'ai appelé mon ex-femme, je lui ai dit, viens chercher ma fille, parce qu'il y a un truc qui cloche. Je ne vivais pas la chose, je ne la maîtrisais pas. Donc, elle est venue chercher, elle râlait, parce que c'était le jour de l'an. Donc, elle est venue la chercher. Et là, descente aux enfers. Complète, une horreur vraiment inimaginable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah écoutez, je suis rentré là où je vivais. Je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais pas pleurer alors que j'avais une envie de pleurer, c'était incroyable. Je pensais qu'à elle. J'essayais de. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que c'était le jour de l'an, j'étais là, je me dis, mais je devrais être là-bas en train de m'amuser avec elle. Est-ce que j'ai déconné? Est-ce que j'ai pas fait quelque chose qui. Voilà, je ne comprenais pas. Voilà. Et là, j'ai passé 2 nuits et 2 jours difficiles. Alors, vous nous raconterez tout à l'heure ce qui s'est passé, jusqu'où vous êtes descendu et comment vous avez remonté la pente. Mais d'abord, on va saluer Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Alors vous, c'est au présent que vous vivez cette douleur qui accompagne souvent la rupture. Comment vous sentez-vous là, aujourd'hui? Aujourd'hui, pas très bien, toujours dans une profonde tristesse. J'essaye de remonter la pente par différents moyens, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi. Ça fait combien de temps que votre conjoint est parti? Il est parti, réellement parti de la maison il y a 1 an et demi. 1 an et demi? Oui. Avant d'évoquer la période difficile que vous traversez aujourd'hui, on va revenir quelques années en arrière. Comment votre histoire a-t-elle commencé? Alors, pareillement, sur Internet, j'ai rencontré la personne. On s'est rencontrés assez vite et puis ça a été le coup de foudre, du moins pour ma part. Et on a très vite été un couple fusionnel. Il est venu habiter à la maison au bout de 2 mois. Et ça s'est vraiment très bien passé. On va dire les 4 premières années se sont très très bien passées. Donc une lune de miel pendant 4 ans. Oui. À quel moment les choses ont-elles commencé à se dégrader? Il a dû partir en stage pour son travail et on s'est un petit peu éloigné à ce moment-là. Après, il est revenu à la maison. Donc on a repris le cours, on est redevenu fusionnel, aussi fusionnel qu'avant. Mais les choses se sont dégradées au moment où on a eu un enfant, assez tardivement, pour ma part, puisque lui est plus jeune que moi. C'est lui qui a voulu un enfant? C'est lui qui voulait un enfant, oui, tout à fait. Puisque moi, j'avais déjà 2 grands précédemment. Donc c'était pour lui faire plaisir et puis parce qu'on était bien ensemble. Vous aviez quel âge au moment où vous avez fait cet enfant? On avait décidé... je voulais l'avoir avant 40 ans, donc j'avais 38 ans à cette époque-là. Et je l'ai eu finalement à 42 ans. Comment ça s'est passé quand l'enfant est arrivé? Vous étiez toujours aussi fusionnels tous les deux? Non, il y avait déjà quelques prémices de rupture, on va dire. Enfin, moi, je le sentais comme ça. Qu'est-ce qui se passait? Je l'ai senti s'éloigner. Déjà, pendant ma grossesse, je ne l'ai pas senti tellement présent. Je lui en ai parlé, mais il ne comprenait pas pourquoi je pensais de cette manière-là. Et quand le bébé est arrivé? Quand le bébé est arrivé, il était heureux. C'était son fils. Il était vraiment très, très heureux de la naissance. Vous vous êtes retrouvés à ce moment-là? On s'est retrouvés un petit peu, mais disons que pas comme avant, on va dire. Pas comme avant. Jusqu'au jour où il vous a annoncé qu'il vous quittait. Il vous l'a annoncé de quelle façon? 3 mois auparavant, j'avais eu un petit peu vent de cela. Il m'avait parlé de ses sentiments qui se tarissaient. C'est une phrase très forte pour moi, donc j'avais déjà très mal pris. Donc, depuis ce temps-là, j'ai essayé de faire des efforts, d'être un peu plus coquette par rapport à l'habitude.
Et puis 3 mois après, donc le jour des 18 ans de ma fille, il m'a dit, bon, bah, écoute, je vais partir, nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde, je vais partir. Et c'est la seule explication que j'ai eue de sa part. Le fait qu'il ne soit plus sur la même longueur d'onde. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait quelqu'un d'autre, vous pensez? Non, à l'époque, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand il vous a dit ça? J'ai rien compris, j'ai pas compris du tout. J'avais essayé à plusieurs reprises de discuter avec lui pour essayer de comprendre le malaise entre nous. Mais non, à chaque fois, il me disait, il n'y a pas de malaise. Non, t'inquiète pas. Je suis Comment comme vous ça. l'expliquez, ce malaise? Vous aviez changé physiquement, psychologiquement? Bon, physiquement un petit peu, forcément, par rapport à la grossesse. Par rapport à la grossesse. Vous n'aviez pas perdu les kilos que vous avez pris pendant la grossesse? Pas tous, non. Pas tous. Mais bon, lui, ça ne le gênait pas. Il me disait qu'il me désirait toujours autant, à l'époque. Donc, c'est pas ce qui a été un frein, je pense. Non, sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous étiez trop focalisée sur le bébé, peut-être? Maintenant, c'est ce que je me demande. Pourtant, à l'époque, j'ai essayé de faire attention. Comme c'était déjà le 3e, je me suis dit, on va faire attention. C'est délicat, il ne faut pas trop se focaliser sur le bébé. Essayer de garder son couple intact. J'ai eu l'impression de faire les efforts nécessaires, mais peut-être que lui n'a pas eu cette impression. Quand avez-vous compris que c'était définitivement terminé? Quand il est vraiment parti de la maison, parce qu'il m'a annoncé qu'il partait en janvier. Et il est resté à la maison jusqu'au mois de juin. Donc 6 mois comme ça, cohabité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 6 mois? Vous aviez encore des rapports intimes tous les deux? Oui, tout à fait. De temps en temps, sachant que lui, il voulait partir, voulait pas partir, il savait plus trop. Vous espériez qu'il reste? Moi, j'espérais qu'il reste, oui, tout à fait. Et il le savait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à déprimer un petit peu parce que je voyais qu'il cherchait quand même par ailleurs un appartement. Ça veut dire que vous avez revécu tout ça, toute cette douleur au moment où il est réellement parti? Quand il est réellement parti, c'était une deuxième rupture, oui, effectivement. Est-ce que vous parveniez à gérer le quotidien avec les enfants pendant tous ces mois? Alors, au départ, quand il était encore là avec moi, oui. Et puis après, quand il est parti, tout s'est écroulé. Vous avez sombré? J'ai sombré, oui, j'ai commencé à sombrer. Alors, vous nous direz tout à l'heure à quel point vous avez sombré et où vous en êtes aujourd'hui. Mais avant cela, écoutez bien ces quelques messages de la rédaction. C'est peut-être votre histoire. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. À plus de 50 ans, vous venez d'être infidèle pour la première fois, alors que vous pensiez que cela ne vous arriverait jamais. Mariée depuis de longues années, vous venez de tomber amoureuse pour la première fois d'une autre personne à plus de 50 ans et vous hésitez à vous lancer dans une liaison. Après avoir vécu votre première relation extra-conjugale sur le tard, vous avez décidé de divorcer après des dizaines d'années de vie commune. À plus de 50 ans, votre conjoint vous a été infidèle pour la première fois. Vous lui avez pardonné ou hésité à le faire. Après avoir été marié et fidèle pendant 20 ou 30 ans, vous avez pris la décision avec votre conjoint de vous autoriser quelques infidélités. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Vous vous souvenez peut-être de Florent et de Lydie Joël que Jean-Luc Delarue avait reçus en 2007. Qu'en a pensé votre maman? Elle n'est pas venue au mariage et j'ai eu personne de ma famille. 6 ans plus tard, les relations avec leur famille ont bien évolué. Tu m'as vu en mariée, tu n'avais pas eu l'occasion de me voir en mariée. Je suis heureuse d'être là. À la vôtre, à votre santé. Quant à Stéphanie, sa vie aussi a bien changé. Étant donné que je revis, je veux faire ce que j'aime. Allez, on y va les filles! Elle nous présentera sa petite famille en images dans l'histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. L'un de vos proches a fait la une de l'actualité après avoir commis un crime ou un délit grave. Aujourd'hui encore, vous en payez les conséquences. Depuis que votre enfant ou l'un de vos parents a commis une erreur irréparable, vous avez perdu votre travail, vous vous êtes séparés ou retrouvés au centre de rumeurs. L'un de vos proches a commis une grave erreur et suite à cela, vous avez dû totalement changer de vie. Depuis que votre enfant a tué ou blessé quelqu'un, vous ne pouvez pas vous empêcher de culpabiliser. Vous vous sentez responsable. Vous avez vous-même enfreint la loi et c'est votre entourage qui en a payé le prix fort. Vous regrettez aujourd'hui les conséquences de vos actes.
Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités ont cru vivre l'histoire d'amour de leur vie. Ils pensaient tous avoir rencontré l'homme ou la femme qui allait les accompagner jusqu'à la mort. Mais cette histoire a pris fin prématurément. Une rupture souvent violente qui leur a fait perdre la tête. On va avancer avec la deuxième partie de notre émission. Une chute pour mieux rebondir. Christian, très bien. On revient vers vous. Alors, vous nous racontiez tout à l'heure avoir rencontré la femme de vos rêves, mais alors que vous aviez prévu de vous installer avec elle dans le sud de la France, elle vous a annoncé qu'elle n'était pas prête. Et donc, vous avez été furieux et vous êtes reparti sur un coup de tête en disant une réaction un peu orgueilleuse. Et puis là, eh bien, ça a été la descente aux enfers. Oui, badaboum. L'horreur complète. Franchement, je ne souhaite à personne, même pas à mon ennemi, de vivre ça. Donc ça s'est traduit physiquement, vous étiez incapable de vous lever, de bouger, de faire quoi que ce soit. Plein de choses sont arrivées. Ma fille l'a senti, elle m'a dit « Papa, ça va pas ». J'ai éclaté en sanglots, chose que je ne fais jamais. Devant elle, dur. Mon proprio, à l'époque, est venu me voir, il me dit « Alors, ça s'est bien passé ?» J'ai dit « Non, il va falloir que je parte. » Je le sentais. J'ai dit « Il va falloir que je parte de l'appartement, je ne vais pas plus pouvoir le payer, je ne vais pas pouvoir bosser. » Il y a plein de choses qui se passaient en moi. Ma sœur l'a senti, elle avait un petit appart très loin. Elle m'a dit « Si tu veux, prends-le le temps que… » Mes amis l'ont senti, ils m'ont dit, heureusement, bien entouré, ils m'ont dit « Si tu veux, on travaillera pour toi, on fait ton job, le temps que tu te remettes. » C'est mignon. Comment vous l'expliquez, cette réaction démesurée pour 6 mois d'histoire? Ah oui, mais 6 mois d'histoire. Tout est relatif. Moi, je mets beaucoup. Fais ce que tu fais ou ne le fais pas. Donc, moi, je mets beaucoup. J'ai mis 6 mois. J'ai mis beaucoup dans cette histoire. Vous avez beaucoup investi. Oui, et puis j'y ai vraiment cru parce que, je vous dis, cette personne était sincère. Vraiment, elle avait des mots très forts et elle était vraiment sincère. Et je le pense, sincèrement. Est-ce que vous avez essayé de reprendre contact avec elle? Oui. Alors j'ai essayé au bout de 4-5 jours parce que ça n'allait pas du tout. Donc c'est là qu'elle m'a dit par mail, elle m'a dit « Ouh là là, franchement, Christian, vu ta réaction, non, je préfère pas. » Elle m'a dit si tu étais dans le coin, à la rigueur, on pourrait essayer, mais là, tu es trop loin. Et puis, mais vous lui disiez quoi dans le mail? Là, j'étais bien redescendu. Donc, ça faisait 4 jours que ça n'allait pas du tout. Donc, j'avais dit que je ne pensais qu'elle depuis 4 jours. C'est ça, vous lui avez vraiment dit la vérité, quoi, que vous étiez mal. Oui, j'étais très mal, je lui ai dit. Et donc réaction. Elle a confirmé qu'elle ne voulait pas entendre parler d'une suite. Voilà, c'est ça. Donc, écoutez, là, ça a duré 2 bons mois où je suis parti. J'étais obligé de partir. Voilà, et puis... 2 bons mois sans nouvelles, c'est ça? Sans nouvelles, à écouter James Blunt, là. À écouter quoi? À écouter, j'essaie d'aller au fond. James Blunt. Ouais, vous savez, les chansons... En général, quand on n'est pas bien, on cherche à aller encore plus mal. On cherche à aller très loin. En écoutant un truc qui vous déprime encore plus. Voilà, je me nourrissais de ça, en fin de compte. Ouais. Et puis, au bout de 2-3 mois, je vais essayer d'aller vite, au bout de 2-3 mois, j'en pouvais plus, parce que je ne pensais qu'à elle jour et nuit. Il faut vraiment le comprendre. C'était tout le temps. Donc je partais. Et puis au bout de 2-3 mois, je lui envoie un petit SMS. Je reprenais un peu le boulot, ça revenait. Et puis je lui envoie un petit SMS. Je pense à toi, 3 petits points. Parce que je pense, comme Julia, on ne vit que pour, à ce moment-là, avoir une réaction, quelle qu'elle soit, même violente, de l'autre personne. On a besoin. C'est pour ça qu'on peut l'agresser. Parce qu'on a envie que du répondre. Elle parlait de vengeance. Oui, je veux venir à la vengeance. Oui. Donc elle vous répond? Le deuxième effet qui se coule. Oui, elle me répond. Donc moi j'envoie, je pense à toi, 3 petits points. Hop, je reçois le SMS. Et là, le SMS magnifique. Coucou Christian, j'espère que tu vas bien. Patati patata, gros bisous, super amical. J'aurais préféré n'importe quoi, mais pas ça. C'est plutôt sympathique. Non, c'est pas sympathique, je peux vous assurer. Vous auriez aimé quoi? 3 petits points, quelque part aussi, 3 petits points. Ouais. Vous voyez, un truc où vous sentez que votre histoire est importante, qu'elle me dise, qu'elle me fasse comprendre que... non, là c'était, je sentais qu'elle était presque... faisait la fête avec ses copains, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on croit. Et voilà. Et là j'ai très mal vécu, je suis redescendu au 37e sous-sol. Vous avez réécouté James Blunt? Oui, voilà, 2e album. Peut-être Barbara en plus. Ouais, Adèle. Voilà.
Et là, bah, vous savez, là c'est la vengeance. On tombe dans quelque chose, on se dit c'est pas possible. Il faut qu'on. C'est inconscient peut-être. Il faut qu'on remonte. Alors, vous avez fait quoi? Bah, j'ai réagi comme quelqu'un qui est, je pense, assez fou, assez dans la folie, puisque j'ai commencé à gamberger, à me dire bon, mais elle m'a fait venir, je suis sûr qu'elle le savait avant, et patati patata, c'est monté comme ça. J'ai écrit une lettre. J'ai mis 15 jours à l'écrire. Je peux vous assurer qu'elle était béton. Et cette lettre, je l'ai envoyée à tout le monde. J'ai envoyé à sa maman, j'ai envoyé à son neveu, j'ai envoyé à elle. À qui j'avais pas l'adresse de son ex parce que j'aurais envoyé donc, son ex. dans cette lettre, vous l'insultiez? Non, c'est pas. Tout est relatif. C'est pas des insultes, mais j'essaie d'analyser la situation en étant juge et partie, puisque j'étais dedans, en plein dedans. Donc j'essaie d'analyser la situation et de lui dire voilà, là tu t'es planté, là tu m'as fait ça, et la patati, là tu as été méchante, et patati, patata. Je lui ai même demandé de me rembourser mon billet d'avion. Oui, je sais. Je suis un peu là pour ça aussi. Elle a répondu? Oui, elle m'a répondu. J'attendais. Bonne lettre aussi. Et elle m'a répondu, malheureusement, avec toute sa générosité qu'elle a, parce que j'ai pu reprendre contact il y a quelques temps pour m'excuser, parce qu'aujourd'hui, franchement, je m'en balance. C'est ça qui est assez marrant. Mais elle essaye de m'expliquer les raisons, la souffrance qu'elle avait, son indisponibilité, etc. Et c'est cette lettre... Généreuse, puisqu'elle a pris le temps de vous répondre. Oui, puisqu'elle disait dans la lettre, je l'ai agressée. Elle aurait pu me répondre par de l'agression. Et non. Elle était comme elle était vraie. Voilà. Donc, elle est vraie. Hein, donc, voilà. Et alors, cette lettre vous a fait du bien? Cette lettre m'a montré à quel point c'est terminé. Il y a eu 3 petits points à la fin, mais c'était 3 petits points de rupture, je peux vous assurer. Donc ça m'a fait, je ne sais pas si ça m'a fait du bien, mais en tout cas, je me suis dit, bon, il faut rebondir. Tourner la page. Donc j'ai essayé d'aller voir ailleurs, etc. C'est très difficile. Ah bon? Oui, parce que j'ai fait des trucs marrants. Vous vous demandez pourquoi vous êtes là, vous croisez quelqu'un et vous ne voyez que l'autre personne. Donc c'est dur. C'est encore pire. C'est pire, ouais. C'est parce donc, que dans ce cas-là, il vaut mieux rester seul. Il vaut mieux accueillir sa tristesse, comme dit Frédéric. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non. La tristesse, ça faisait 3 mois qu'elle ruminait. Donc là, je suis un peu sorti en espérant reprendre un peu du poil à la bête. Donc vous avez trouvé des femmes pansements? J'ai trouvé 2-3 femmes pansements. Il y a eu et ça. Alors, et aujourd'hui, vous avez rencontré... enfin, j'ai rencontré une perle. Ça a commencé comme ça, vraiment histoire pansement, comme on dit. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert enfin une personne, une femme avec un grand F, quoi. Voilà. Fiable, sincère, etc. D'une autre génération, parce que les autres, je tapais dans du 30, 33, c'est pas bon. C'est joli, je tapais, c'est élégant. Oui, mais j'aime bien. J'aime bien provoquer un peu. Donc je tapais dans 30, 33, et là, c'est un peu plus de 50. Et j'avoue que ce sont des personnes qui prennent le temps de vous écouter. Plus de 50? Oui. Ah oui. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, je suis d'accord avec vous. Beaucoup mieux. Voilà, et donc aujourd'hui, ce qui est vraiment important, je peux comprendre la douleur, c'est pour ça aussi que je suis là. La douleur était énorme, vraiment énorme. Et aujourd'hui, je m'en balance. Voilà, c'est ça qui est très important. Donc c'est quoi le message d'entendre. Le message, c'est qu'on s'en sort. Je voudrais juste dire 2 choses, après je vous laisse. Moi, on m'a dit, quand j'étais dedans, on m'a dit, tu verras avec le temps, ça passe. Ouais, il ne faut pas dire ces choses-là, on s'en fout. Comme je vous disais tout à l'heure, à cette époque-là, à ce moment-là, on ne veut pas que ça passe. On veut que la personne nous réponde ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à ne pas dire dans ces moments-là, ça c'est clair. Il y a des attitudes à ne pas avoir. Il ne faut pas minimiser la douleur, la souffrance, elle est vraiment énorme. Voilà. Donc alors, ne pas dire ça va passer, et puis quoi d'autre? Et surtout, je pense que il faut se raccrocher à l'idée qu'on peut peut-être récupérer cette personne. Pour l'instant, vous n'êtes pas... Si, laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous allez voir. On peut peut-être récupérer... Pour l'instant, les personnes qui sont là ne se disent pas... elles sont enfermées dans leur désespoir. Alors, je vois où vous voulez en venir. On peut peut-être récupérer cette personne, mais est-ce que c'est bien pour nous? Non, pour la récupérer... Bon. Vous n'avez rien compris, Sophie. Rien compris. Mais d'ailleurs, je le pète tous les jours, figurez-vous. Pour récupérer cette personne, il faut essayer de changer. Ah non. Attendez, changer, ça peut vouloir dire... C'est vous qui n'avez rien compris, pardon. Ça peut vouloir dire changer
voir d'autres personnes, ne pas se focaliser sur cette histoire-là. C'est ça le but en fin de compte, c'est de ne pas se focaliser sur cette histoire-là. Enfin, vous dites qu'on peut espérer qu'elle revienne, c'est pas ça qu'il faut se dire. Si, parce que vous avez 3 choix. Aujourd'hui, ils n'ont que le choix de la souffrance. Il faut essayer soit peut-être de récupérer cette personne. Qui vous dit que peut-être la personne, une fois que vous aurez changé, que vous... Non, mais je ne suis pas d'accord. On va voir avec Frédéric. On va voir avec Frédéric. D'abord, est-ce qu'on change vraiment? Est-ce que vous pensez que si vous aviez changé, vous l'auriez gardé, cette personne-là? C'est pas important. C'est pas important de changer ou pas. C'est de faire cette démarche. C'est de faire cette démarche, d'essayer de se dire pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être j'étais trop possessif, peut-être j'étais trop jaloux, peut-être j'étais trop fier. Se remettre en question, mais ça ne veut pas dire... se remettre en question. Ouais. Ensuite, d'aller voir, de se dire d'aller voir, de sortir et d'aller voir d'autres personnes. Et puis à partir de là, de ne plus avoir de nouvelles de cette personne, de se dire, cette personne, de toute façon, elle ne m'aime plus, cette personne, aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'image que je donne aujourd'hui n'est pas la bonne. Donc il faut que j'arrête, je n'y pense plus, je vais changer cette image. Voilà. Donc déjà, il faut commencer par là, à mon avis. Qu'est-ce que vous pensez, Frédéric? Il faut commencer par tirer les enseignements aussi de pourquoi je vis ça. Essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai cette souffrance. Et en l'occurrence, dans votre cas, pourquoi ça a été aussi dur pour vous? C'est parce que c'était une relation très narcissique. C'est-à-dire que cette femme a incarné pour vous un idéal. Le fantasme de la femme, du partenaire idéal, de l'idée que vous vous en faisiez. Et du coup, de vous retrouver dans une situation où vous vous embarquez très très vite et peut-être sans valider qu'elle elle est sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de décalage. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que vous vous êtes retrouvés en décalage. Et pour vous, ça a été insupportable d'entendre que elle pouvait peut-être dire on continue comme ça encore un peu avant de voir si on vit ensemble. Et c'est une blessure d'ego, c'est une blessure narcissique. Et c'est ce qui explique que ce soit si difficile. Parce que l'autre incarne un tel idéal qui est censé nous valoriser aussi, nous. C'est tellement bon de trouver quelqu'un qui correspond à notre idéal que ça nous renarcissise aussi. Et le fait que ça s'arrête avec cette personne, c'est un effondrement. Donc c'est très compliqué quand on est blessé à ce niveau-là. Moi, ce que j'entends, je reçois beaucoup de gens qui vivent des ruptures. Et ce que j'entends, c'est que la souffrance, effectivement, elle est inévitable. On a tous vécu des ruptures. Elle est inévitable. Mais après, c'est bon aussi de se retrouver soi. Et j'avais une dame hier qui me disait « Je me sens plus vivante que dans le couple, qui était un couple dans lequel je n'existais plus, et je revis, parce que je me retrouve, et je n'existe pas qu'à travers cette relation. » Donc ça, c'est important de retrouver de l'amour de soi. Et c'est le travail qu'on fait pour dépasser la souffrance de ces ruptures. Qu'est-ce que vous en pensez, Françoise? Ce que dit Frédéric, c'est tout à fait vrai, c'est clair. Alors vous, après 25 ans de mariage, votre mari vous a quitté. Il est resté 2 ans à cohabiter avec vous alors qu'il vous avait annoncé qu'il souhaitait vous quitter. Vous avez même reçu les papiers du divorce pendant cette période-là. Vous n'aviez alors plus du tout le goût de vivre et vous avez décidé d'en finir et de vous jeter sous un train. Est-ce que vous étiez prête vraiment à aller jusqu'au bout ou est-ce que ce geste était un appel au secours? Je pense que j'étais prête. Bon, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué, heureusement qu'il y a eu un chauffeur de TGV qui m'a vue et qui a mis halte au train. Mais en revanche, je voulais quand même me supprimer parce que malheureusement, quelques jours après, j'ai fait une autre tentative avec des médicaments. Et pourquoi ces petites larmes? C'est ce que vous réagissez à ce qu'a dit Frédéric? Oui, parce qu'en fait... Pardon, Françoise. Non. Ça me touche beaucoup, en fait, ce qu'elle raconte, parce que je me reconnais beaucoup dans son histoire. Qui? Françoise? L'histoire de Françoise. Ouais. Vous avez pensé, vous aussi, à J'ai aussi eu des idées noires, oui. Ouais. Et j'ai pensé, en fait, aussi à me supprimer. Donc 2 fois, dont la deuxième... Alors, j'étais quand même hospitalisée. Je suis restée 1 semaine. J'en suis sortie, je suis revenue dans ma maison. Et là, je n'étais vraiment pas bien. Donc, j'ai recommencé. Là, j'étais dans le coma. Donc, j'ai eu de la chance de m'en sortir. Bon, on est venu, on avait appelé mon fils, enfin, etc. Et là, j'étais transportée aux urgences. Et ensuite, j'étais 1 mois hospitalisée. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester dans ce milieu qui est abominable. Dans un hôpital psychiatrique? Oui.
Et ça, jamais j'aurais cru que j'aurais pu aller dans... Et là, j'ai eu des médicaments, j'ai été très bien suivie. Mais bon, avec un environnement absolument terrible. Et j'ai réussi quand même à m'en sortir. Et je travaillais à cette époque-là. Et heureusement, on m'a repris à mon travail, au poste où j'étais. Mais ça a été très, très dur. Et j'ai eu ma famille qui m'entourait, bien sûr mes enfants, qui ont été les premiers à me soutenir. Et puis mon travail qui m'a permis de me reconstruire. Et puis, moi, ce que je voulais faire passer dans ce message, alors je le dis à Julia, je le dis aux personnes qui ont pu être... maintenant, ça y est, je vais très très bien. Ça fait combien de temps? C'est quand même récent, hein, c'était en 2008. Maintenant, je vais très très bien, je suis en retraite. Je profite pleinement de mes enfants, de petits-enfants. Et je vais très très bien. Et ce que je voulais dire... Qu'est-ce que ça veut dire, vous allez très très bien? Vous avez retrouvé l'amour? Vous avez retrouvé un compagnon? Non, pas du tout. Pour l'instant, je ne suis pas du tout prête. Ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai réussi à me reconstruire, que finalement, faut pas se... voilà, il faut se dire que voilà, la vie n'est pas terminée, loin de là, qu'il y a plein de choses à vivre et qu'il faut rebondir. Il faut rebondir. Frédéric? C'est important le témoignage de Françoise, parce que c'est important de dire aussi que même si on touche le fond très fort, on va très loin dans la souffrance, dans la douleur, on peut être même amené à avoir des idées suicidaires. On sort d'une épreuve pareille et parfois renforcée aussi. Parce qu'on a trouvé de nouvelles ressources, on se rend compte qu'on est capable de faire face même à une épreuve qui nous paraît la pire. C'est un deuil, hein, une séparation. Donc on a à faire le deuil de la relation, de tout ce qu'on avait projeté avec l'autre. Il y a eu beaucoup d'années de vie commune. Donc il faut aussi faire le deuil de toutes ces années, ces habitudes, et passer du nous au jeu, c'est compliqué. Donc ça prend du temps et je trouve ça bien que vous soyez là sur ce plateau pour venir nous dire que ça va mieux. Passer du nous au jeu. Oui. Belle expression. Françoise, qui vient de nous raconter qu'elle avait tenté à 3 reprises d'en finir. Quand votre conjoint vous a quitté, Stéphanie, il y a un peu plus d'1 an, est-ce que vous aussi, vous en êtes arrivée à avoir des idées noires? Oui, tout à fait. Quand il est réellement parti, j'ai fait pareil. Par deux fois, on m'a retrouvée par terre. Donc mes enfants m'ont vue également comme ça. Et j'ai quand même fait un séjour d'1 mois en hôpital psychiatrique également. Oui. Et puis, je suis ressortie avec les mêmes sentiments. La même chose que là-bas, on est dans un petit cocon, on s'occupe bien de vous. Et puis quand vous sortez, vous vous retrouvez avec les mêmes problèmes, les mêmes souffrances. Et donc j'ai replongé. C'est-à-dire que vous avez... J'ai replongé, Dans l'alcool? Oui, voilà. Donc un petit peu le soir, parce qu'on se sent tout seul quand tout le monde est couché, quand il n'y a plus personne. Et puis également, quand je savais que mon ex allait venir, j'étais très très nerveuse. Et une fois qu'il était parti avec notre petit, pour son week-end, je craquais complètement. Quel a été le déclic qui vous a permis d'arrêter l'alcool et de rebondir? Le déclic, c'est de me dire quelle image tu donnes à tes enfants, aux grands surtout, parce que le petit ne m'a pas vue, heureusement. Et donc, de ce fait-là, j'ai vidé tous les placards. J'ai dit, tu n'achètes plus du tout d'alcool, c'est terminé. Et je m'y tiens depuis ce temps-là. Combien de temps? Ça fait 2 mois déjà. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens libérée par rapport à l'alcool, parce qu'en fait, on croit qu'on est bien, mais on n'est pas bien du tout. Parce que le soir, vous arrivez, vous avez besoin de votre verre, et je m'en rendais compte que j'en avais besoin. Et j'ai réussi à arrêter toute seule, et là, je suis fière de ça. Je suis fière que de ça. Libérée par rapport à l'alcool, libérée par rapport à votre ancien compagnon? Non, ça par contre, je suis toujours liée à lui. J'ai essayé par tous les moyens, mais j'ai toujours les mêmes sentiments vis-à-vis de lui. Vous seriez prête à revenir avec lui s'il revenait? Moi, de toute façon, il le sait très bien. Donc, si jamais il regarde l'émission, il le sait très bien, malheureusement, que le jour où il vient à la maison, il me dit je reviens, je le reprends. Vous l'espérez?
Je l'ai espéré, maintenant je suis un petit peu dans le doute. Je me dis, est-ce que ça serait bon pour nous? Je me demande si ça refonctionnerait comme avant, je ne suis pas sûre. Ben vous êtes sur le bon chemin, alors peut-être, J'espère. Frédéric. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Sophie. C'est-à-dire, et puis en plus, bon, je trouve bravo d'avoir arrêté l'alcool toute seule parce que c'est difficile. Oui. Donc c'est formidable déjà que vous soyez sur ce chemin-là, parce qu'effectivement l'alcool, on fuit son chagrin, on fuit tout ce qu'on a à vivre devant nous, en fait. Mais c'est une forme d'autodestruction. Hein, oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça entretient la mauvaise image de soi. Donc déjà la rupture, c'est une blessure, mais ça en rajoute une. Donc bravo, vraiment, c'est très sincère. Et je pense que c'est important que vous trouviez des moyens justement de restaurer une bonne image de vous-même, parce je sens qu'elle a été vraiment altérée. Donc c'est important que vous fassiez des choses, que vous sortiez de chez vous. Je ne sais pas si vous avez une activité professionnelle. Malheureusement non, parce que j'ai arrêté pour élever mon dernier. Donc c'est peut-être important de faire des activités avec des amis, même si vous avez du mal toute seule d'avoir l'énergie. Justement, de dire à ses amis, là j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous me poussiez à faire des choses pour sortir de cet enfermement. Oui. Parce qu'il y a une forme d'enfermement. Là, vous allez vous tourner chez vous. Oui, je ne sors plus. Et je pense que c'est important que vous sortiez de ça pour voilà, faire d'autres choses. On en parlait tout à l'heure, faire des activités que vous peut-être vous aviez abandonnées ou vous ne faisiez pas. En tous les cas, faire vraiment quelque chose qui vous permette de retrouver de la valeur à vos propres yeux. Mais déjà, arrêter l'alcool, ça, c'est un super soulagement. Oui, c'est un grand soulagement et même par rapport à vos enfants. Oui, tout à fait. Donc là, vous avez déjà franchi un pas qui, pour moi, est énorme. Merci. Et que si vous sentez que vous flanchez à un moment donné, vous faire aider aussi, parce que moi je vous dis, je vois beaucoup de gens qui sont suivis. De toute façon, je suis toujours suivie. Oui. C'est bien. Encore maintenant. Julia, impression d'avoir avancé? L'impression d'avoir avancé, oui. Vous dire que je vais l'oublier tout de suite, c'est pas vrai. Évidemment non. On n'oublie pas. L'idée de me venger, je repars. Je me dis que c'est pas la meilleure solution. Donc déjà, si vous partez avec l'idée que se venger, c'est pas une bonne idée, c'est super. Vous avez fait un pas. Oui, je repars avec cette idée-là et je me dis que commence une nouvelle vie. Donc, oui, vous avez quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans, mais vous êtes un bébé. Beaucoup à Très faire. bientôt, je vous accueillerai sur l'autre plateau de l'Histoire continue. Vous viendrez nous annoncer que vous êtes très amoureuse. Voilà. On vous le souhaite en tout cas. Merci à tous d'être venus nous voir. L'Histoire continue, ce rendez-vous que nous avons instauré depuis quelques semaines et qui rencontre déjà un franc succès, c'est maintenant. Nous vous remercions pour votre confiance et chaque jour, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons de revoir celles et ceux qui sont venus sur d'autres plateaux. Aujourd'hui, c'est Lydie, Joël et Stéphanie, deux femmes très déterminées qui ont accepté notre nouvelle invitation. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On va d'abord commencer avec vous, Lydie, Joël. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 1er novembre 2007 dans une émission intitulée « Couple dépareillé, il choque, mais il s'aime ». Vous étiez alors en couple avec Florent depuis 4 ans. Pour quelles raisons ne passiez-vous pas inaperçus tous les deux? Eh bien, la raison, je mesure 1m4 et Florent 1m84. Donc ça fait... comme on dit chez nous, c'est l'oreille hardie. Ouais, d'accord. Donc voilà. Mais voilà, tout va bien, quoi. Dans quelles circonstances aviez-vous fait sa connaissance? J'ai fait la connaissance de Florent lors d'un spectacle, car je suis une petite chanteuse qui aime se produire dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et lorsque je suis arrivée pour chanter, Florent était là avec sa sono. Et il a mis les bandes musicales et j'ai chanté. Et je suis repartie, je ne l'ai pas vu par contre. Il était derrière moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. Vous étiez dans quelle situation sentimentale à ce moment-là, vous? Toute seule, célibataire, cœur à prendre, avec maman. Donc voilà, toute seule. Puis toute belle, toute jolie. Quand on va chanter, on essaye de plaire. Donc j'ai chanté et puis je suis partie parce que je devais réaliser un autre spectacle. Et puis dans la semaine, le téléphone sonne. Mon Florent qui me téléphone. Allô, madame, hein, il m'appelait madame en plus. Hein. La patronne vous a admiré dans votre spectacle. On aimerait bien que vous reveniez dimanche prochain chanter. Moi, je dis ça avec plaisir, hein, parce que c'était monsieur, hein, on ne connaissait pas.
Je suis retournée le dimanche, la valise. Lui, il avait toujours la petite sono. Et puis, j'ai chanté. Et ensuite, il m'a offert une petite coupe de champagne à la fin. C'était bien sympathique. Et puis, bon, ben, il y a eu un petit déclic. Je sais pas, dans la tête, ça a fusionné, quoi. Et puis, donc, il a fini par venir chez vous? Oui, mais ça, c'était plus compliqué parce que maman n'acceptait pas beaucoup Florent. Maman pensait toujours que j'allais rester à la maison. Parce que j'étais avec maman, je vivais avec maman, j'étais sa petite poupée, quoi. Alors, avec 80 cm de différence, vous n'étiez pas forcément destinés l'un à l'autre. Certains pensaient que votre couple était voué à l'échec. Oui, c'est vrai. Vous avez pourtant décidé d'y croire. Avez-vous eu finalement raison d'écouter votre cœur? Votre couple a-t-il duré? La réponse tout de suite en images. Moi, je fais 1m84 et elle fait 1m4. Malgré les 80 cm qui les séparaient, Lydie Joël et Florent étaient venus témoigner de leur amour au grand jour. Un amour qui, au départ, était loin d'être une évidence. Au premier regard, vous vous êtes dit, c'est lui? Non. Non, la première fois, je n'ai pas fait attention à lui, pas du tout. Vous avez craqué pour elle? Pas dans l'immédiat. Non, déjà, il m'a pas dit bonjour, déjà. Donc voilà. Alors, Donc ça avait déjà mal commencé. Mais au fil des jours, Lydie Joël et Florent étaient finalement tombés amoureux, oubliant le regard des autres. L'amour, ça se commande pas. Moi, je suis très content et puis j'ai pas de honte en fait d'être avec toi, quoi. Bien au contraire. Bah, moi non plus. Je trouve ça complètement naturel. Moi, je suis contente parce que j'ai fait ma vie de femme. Seule ombre au tableau, la mère de Lydie Joël, qui n'acceptait pas cette relation. Elle n'est pas venue au mariage. Elle n'est pas venue. Et j'ai eu personne de ma famille. Personne. C'était un beau mariage, néanmoins? Oui. Vous avez vécu un bon moment? Oui. Un moment fort? Un moment fort et tous mes amis. Tous mes amis étaient là et heureusement que j'ai quand même des personnes qui me soutiennent. Je pensais que je n'aurais jamais connu l'amour. Jamais, jamais. Ça m'est arrivé et je suis très heureuse. Six ans se sont écoulés depuis l'émission et c'est pleine d'entrain et avec le sourire que Lydie Joël nous accueille. Roule ma poule, ça roule. L'émission m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai montré que j'étais une femme comme les autres. Et ça, c'est important dans ma tête. Parce que je me dis toujours, les personnes doivent penser qu'on est des personnes différentes. Et ça, non. On aime la vie, quoi. Et c'est important. Surtout qu'aujourd'hui, la vie de Lydie Joël a retrouvé un équilibre depuis qu'elle a renoué avec sa mère. Les relations avec maman se sont beaucoup arrangées depuis l'émission et bon, j'en suis très très contente parce que ça ne pouvait pas durer toujours éternellement comme ça. Donc maintenant, on se voit plus souvent, c'est déjà bien. On va régulièrement chez elle, ça nous permet de nous réunir. Non, elle accepte beaucoup de choses et puis bon, quand on est là, on sent qu'elle rayonne de joie. Maintenant qu'elle est réconciliée avec ses proches, Lydie Joël est rayonnante. Le fait de voir que tout le monde va bien, ça me rassure quelque part. Je dis, ça va, tout est remis en place. C'est bien. Je pense que vous voyez à ma tête, je suis pas malheureuse. Mais avant de parvenir à cet équilibre familial, Marie, sa mère, et Florent, son époux, sont eux aussi passés par des moments difficiles. Depuis l'émission, il y a eu une belle évolution avec ma belle-maman parce que ça a été des moments très difficiles pour elle et compréhensibles parce que c'était sa fille unique. Et du jour au lendemain, je lui ai pris sa fille. Je me suis dit, ça y est, ma fille s'en va, je la verrai plus, quoi. C'est dur de se retrouver toute seule dans une maison. Hein. Ouais. On parle à personne, on voit personne. Ouais, je regrette d'avoir été dure avec Florent. Je sais que ce truc-là, ça ne se renouvellera plus. Ah non, je ne veux plus. Florent et Marie balaient désormais les blessures du passé.
Ma belle-mère occupe une grande place dans ma vie parce que c'est la maman de ma femme, c'est son seul parent. Et souvent, c'est même moi qui prends l'initiative de dire quand on part, quand on sort, quand on fait quelque chose. Je dis toujours en fait à mon épouse, téléphone à ta mère, demande-lui si elle veut venir avec nous, qu'elle sorte un peu. Avec Florent, tout va bien, on n'a plus de problème. Ouais, on a un bon contact et il fait partie de la famille. C'est mon fils, c'est ma fille. Aujourd'hui, Lydie Joël fête ses 6 ans de mariage avec Florent et elle porte une tenue qui revêt une importance particulière à ses yeux. Il y a 6 ans, la couturière avait refusé de lui confectionner la robe de ses rêves en raison de sa petite taille. C'est donc émue qu'elle se prépare aujourd'hui aux côtés de Lydie, la fille de Florent. T'es contente? Elle est jolie ta robe? Je me trouve belle, je me sens bien dans ma peau. C'est vrai que j'ai pas eu cette chance de me marier en robe blanche. Tu t'es habillée en blanc quand même, t'avais un joli costume. Oui, mais c'est pas la même chose. Là, je suis la vraie mariée aujourd'hui. Je te trouve super belle, t'es super belle. Je t'aime. Voilà, je suis belle. Allez. Waouh. C'est émouvant. Bon, je vais pas pleurer parce non, on pleure pas, sinon on va avoir du noir partout. On pleure pas. On met le joli voile après. Ah oui, tiens. Oui. On met. De toute façon, il faut que je le fasse bien prendre dans le milieu. Je vais mettre la voiture devant comme ça et puis après bon, on monte dans la voiture puis on y va. Ouais. Je ferme, hein. À la salle des fêtes du village, les invités attendent avec impatience Lydie Joël pour célébrer l'événement. Ce moment, Lydie Joël en rêvait depuis longtemps. C'est donc avec une grande émotion qu'elle profite de ces instants uniques. Merveilleuse. Très jolie. J'adore. Merci d'être venue aujourd'hui pour ce grand jour. C'est vrai que j'attendais cette journée avec impatience, car j'ai eu la chance aujourd'hui de revêtir cette robe de mariée pour célébrer nos 6 ans de mariage aujourd'hui. À la santé. C'est dans une ambiance conviviale que tous fêtent cet anniversaire de mariage. Un moment fort pour Florent. Ah. Merci. Alors, comment tu me trouves, mon chéri? T'as vu? Encore plus belle qu'avant. Oh, il me dit que je suis belle. En tout cas, je t'aime. Ah ouais. Il est temps pour Lydie Joël de quitter sa robe de mariée pour profiter pleinement de sa journée et de ses invités, et plus particulièrement de Marie, sa mère. Oh, quel temps! Et tu m'as vu en mariée, parce que tu n'avais pas eu l'occasion de me voir en mariée, donc je pense que c'est une journée mémorable pour toi, j'espère. Le jour du mariage, vous nous avez manqué, et puis aujourd'hui, voilà, on a récupéré le temps perdu. Je me suis rattrapée. Oui, voilà, tout à fait. Et je suis heureuse d'être là. Voilà, tout à fait. Et puis je voulais te ce dire que j'ai toujours dit et ce que je répéterai toujours, on est 3. À la vôtre. Et puis je t'aime, maman. À votre santé. Chanteuse de profession, Lydie Joël souhaite partager sa passion avec les personnes qui lui sont chères. Lydie Joël et Florent. Qui pleure le plus des deux? On avait dit qu'on n'aurait pas pleuré. Hein. Il n'a pas arrêté de pleurer, je l'ai vu. Oui, tout à fait. Bonjour. Ça pleure aussi, un homme. Bonjour à tous.
Vous êtes c'est vrai que très ému j'ai par tout ça? un cœur très sensible. En Ah fait. bah ça se voit. Hein. Oui, oui. C'est important pour vous de lui faire plaisir. Oui, tout à fait. Et puis je manque pas en fait à tout acte pour lui faire plaisir. En Ça fait, se voit. Vous n'êtes pas un méchant, quoi. En Ah gros, non, vous. pas du tout. C'est pas mon genre. Et au contraire, en fait, je fais toujours des choses avec elle. Donc quand on décide, en fait, c'est à deux. Oui. Et ce que j'ai essayé de dire souvent avec ma belle-maman, c'est aussi à trois. Donc aujourd'hui, ça va, on y arrive. Est-ce que vous diriez que votre femme a changé depuis 2007? Oui, énormément, parce que d'abord, elle vit sa vie de femme, fait ce qu'elle veut à la maison, il n'y a plus personne pour lui dire « tu laisses ça, oui, ça, je c'est le bien. fais moi, Ça, c'est bien. arrête ceci, arrête cela ». Non, non, moi Donc, je du coup, la laisse. Vous faites la vaisselle, repassage et tout ça? Tout Non, ça, repassage, pas, repassage, mais, je fais pas, mais je fais voilà. la lessive. La cuisine, la cuisine lessive, la Il faut vaisselle. entretenir un homme, hein, quand même. Autrement, ils s'en vont. Hein. Ils ne sont pas entretenus. Ils s'en vont. Alors, qu'est-ce que vous lui faites comme petit plat? Moi, je suis très plat. Je ne suis pas très entrée. J'aime beaucoup faire de la soupe. Parce qu'on dit toujours pas de soupe, Bah, pas de dites donc, bonhomme. c'est comme ça que vous le retenez en lui faisant de la soupe? C'est vrai? Mais il n'est pas difficile, hein, parce Ah bah, qu'il est je vois. diabétique, donc il ne doit pas être difficile. Hein. Et puis, bon, il aime assez des viandes assez rouges, comme moi, des petits roast beef, tout ça, il aime bien. Donc voilà. Bon. Donc c'est le grand bonheur entre vous deux. Tout à fait. Est-ce que c'est important pour vous de lutter contre les regards malveillants? Plus maintenant. Non, moi, je fais plus Non. attention. On ne fait plus je vois attention. moi, les gens qui... En fait, le fait qu'on fait du spectacle Oui, et qu'on n'a pas d'enfants, qu'on n'aura jamais entre nous, et on fait beaucoup de spectacles pour les enfants. Donc voilà, je suis clown, je fais de la magie, je fais de la sculpture de ballon. Donc on est toujours entouré d'enfants et ça nous suffit largement. Et même dans le spectacle, lorsque j'arrive sur scène, les gens me voient, j'entends que ça fait « Ah !» Ils découvrent. Mais ça ne dure pas longtemps et après, ça y est, ils ne voient plus que je suis de petite taille. Bah oui. Comment vous voyez l'avenir tous les deux? Un avenir très long, Oui, j'espère. en espérant que Qu'on sera en bonne santé, voilà, C'est qu'on important, puisse ça. rester là encore très longtemps. qu'on puisse continuer nos spectacles dans la région. C'est parce que ça, c'est ma passion aussi, de chanter. J'ai eu la chance de faire plusieurs CD moi-même. J'ai tout produit, j'ai produit mes CD, j'ai jamais été produit par quelqu'un. S'il y a un petit impresario, quelque chose, un petit auteur-compositeur qui désirerait produire un petit disque d'une chanteuse Lydie Joël, je suis là. Voilà. Adressez-vous à avez-vous- Sophie Davant. Comment? Adressez-vous à Sophie Davant. Pourquoi vous avez accepté notre nouvelle invitation aujourd'hui, Florent? En fait, pour montrer aux gens que d'abord on est toujours là, qu'on se produit toujours, hein, donc qu'on apporte en fait la joie et le bonheur en fait à chaque fois. Et puis cette indifférence en fait qu'il y avait, les débuts n'existent plus. Et pour montrer aussi aux autres personnes qui sont dans notre cas, on en connaît en fait quelques personnes, et que bien l'amour en fait on la donne quand on a vraiment envie de la saisir et de la prendre, quoi, en fait. Voilà. Bon, ben, on vous souhaite d'être heureux encore très longtemps et peut-être d'être produite, qu'il y ait un impresario qui vous entende aujourd'hui et qui vous offre cette chance. Comme ça, j'aurai la chance de revenir. Avec plaisir. Ce sera le quatrième Merci en fois. tout cas d'être revenu. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Stéphanie. Je vous avais reçu le 22 décembre 2011 dans une émission intitulée « Ce devait être mon dernier Noël ». Pour quelle raison avez-vous répondu à notre appel à témoins? Parce qu'en 2007, on m'avait annoncé donc, mon cancer. Et en fait, j'en avais pas pour bien longtemps. Donc je devais vivre mon dernier Noël. Un cancer de quoi? Cancer de la glande surrénale. C'est très rare, c'est une chance sur 1 700 000 de l'avoir. Et vous aviez quel âge? À l'époque, j'avais 28 ans. Alors, dès le 1er janvier 2008, donc juste après Noël, vous avez entamé une chimiothérapie, vous vous êtes battu sans relâche contre ce cancer. Comment êtes-vous venu à bout de cette maladie? Où en êtes-vous depuis? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage. Ça se passe à Coublevie, dans l'Isère. C'était comme si j'étais en chute libre. Je savais que j'allais m'écraser. Il y a quelqu'un qui vient de me dire, ben voilà, t'as pas de parachute. Il y a 2 ans, Stéphanie était venue sur notre plateau nous faire part de sa douloureuse expérience. En décembre 2007, donc pour Noël, on m'a annoncé que j'avais un cancer et que ça devait être mon dernier Noël.
À 28 ans, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, la vie de Stéphanie était comme suspendue. Il fallait que je gère le quotidien avec mes 2 petites filles. J'avais pas le permis, j'habitais au 4e étage sans ascenseur. Enfin, fallait que je... Et c'était absolument intenable. J'arrivais plus à vivre, en fait. C'est en trouvant l'amour auprès de son psychiatre que Stéphanie avait eu la force de combattre la maladie. C'était l'amour que j'attendais de toute ma vie. Vous en étiez où de la maladie là, à ce moment-là? Parce qu'on parle d'amour, de sentiments, et le cancer, il était où alors? Il n'existait plus. Et alors que Stéphanie était déterminée à vaincre son cancer, elle avait eu la joie de mettre au monde une 3e petite fille. Il faut croire, il faut jamais douter. Il faut avoir la foi à l'intérieur de nous et se dire qu'on peut y arriver. Il faut avoir foi en la vie. Deux ans après son passage dans notre émission, nous retrouvons Stéphanie plus rayonnante que jamais, chez elle, dans les environs de Grenoble. Salut, ça va? Stéphanie entame sa 5e année de rémission. Aujourd'hui, elle accueille son amie Magali et va lui faire découvrir les changements qu'elle a effectués dans sa maison depuis qu'elle va mieux. Donc, t'as vu la pergola que j'ai fait quand tu es arrivée, tu l'as vue? Ouais, on voyait mal avec dedans. Avec des glycines. La classe, quoi. Donc ça va. Ouais, c'est ce que j'ai compris avec ma maladie, c'est que faut pas perdre de temps. Faut pas perdre de temps, exactement. Voilà. Tous les rêves que j'imaginais plus sont en train de se concrétiser. Voilà. C'est ma maladie qui m'a rendue battante. Avant, j'étais plutôt timide et j'osais pas faire. Je m'interdisais de faire les choses que je voulais. Parce que mon grand rêve, en fait, c'était d'être peintre, artiste peintre. Waouh! Tu savais pas? Je savais que tu peignais, mais je savais pas que tu voulais en faire ta carrière. Voilà. Depuis qu'elle est en rémission, Stéphanie a décidé de réaliser ses rêves de petite fille. Donc actuellement, étant donné que je revis, on peut dire, eh ben je veux faire ce que j'aime. Un de mes rêves, c'est donc d'exposer. Donc j'ai tout organisé pour que ça se passe. En fait, il faut déjà que je réalise de nombreux tableaux. Donc quand ma fille ira à l'école, je pourrai avoir du temps et faire ça vraiment à plein temps. Même si la peinture tient une place importante dans la vie de Stéphanie, elle trouve son véritable bonheur dans les petits moments du quotidien qu'elle partage avec ses filles. Vous êtes contente, on va jardiner? Oui! Allez, on y va les filles, on fait l'indienne. Stéphanie tient à leur inculquer sa nouvelle philosophie, profiter de chaque instant de la vie. Alors Anaïs, tu enlèves la mauvaise herbe? Vas-y, tu grattes. Voilà, c'est bien comme ça. Vas-y, tu plantes. Voilà, mets-les dedans. C'est bien. Voilà. Et après, il faudra arroser, hein. Au début, il n'y avait rien du tout, tu vois, tu te souviens? Il y avait juste des carrés. Et puis, en fait, on a mis tous ensemble, on a mis des petites graines et puis ça prend vie tout d'un coup. Et c'est ça la vie, en fait. Même si on n'y croit pas trop au début, en fait, en étant tout près des plantes un petit peu chaque jour, on arrive à faire quelque chose et à voir tous nos efforts récompensés. Ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est de profiter de la vie à 100%, de profiter de tous les petits moments et profiter de mon petit potager, de ma maison et surtout le faire avec mes enfants. Stéphanie, vous n'étiez pas comme ça avant? Vous n'aviez pas cette philosophie de vie? Avant, j'étais quelqu'un de très timide. J'avais aucune confiance en moi. Donc, j'osais pas du tout aller vers les autres. J'osais pas du tout dire ce dont j'avais envie. J'avais pas du tout... Voilà, je m'interdisais beaucoup de choses. Alors finalement, vous la voyez comment, cette maladie? Pour moi, c'est horrible à dire, hein, mais elle m'a tout donné. C'est fou de se dire ça, non, avec le recul. Ouais. Elle a failli tout me prendre. Mais elle m'a tout donné, en fait. Elle a tourné tout ce que
tout ce que j'attendais de la vie, alors que j'étais en train de tout perdre. Ouais. J'ai rencontré l'amour, l'homme que j'attendais. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai une deuxième chance. Alors, l'amour, vous l'avez rencontré après avoir eu vos enfants, là? Comment ça s'est passé? Alors en fait, c'est donc pendant ma maladie, pendant ma chimiothérapie. Donc après vos 2 premières filles? Après mes 2 premières filles, exactement. Donc j'ai commencé ma chimiothérapie, c'était très difficile. Je n'ai pas perdu mes cheveux, donc les personnes n'y croyaient pas trop. Compte. Voilà. Mais bon, Et vous avez eu une rupture avec le père de vos enfants? Oui, à cause de la maladie? Oui, on peut dire que ça a joué. Oui, parce que ça aussi, il faut le dire, c'est pas anodin non plus de devoir faire face. Une personne vraiment adorable, on s'entend toujours merveilleusement bien, ça se passe très très bien. Mais c'est vrai que moi, au départ, je ne savais pas que j'étais malade, j'étais très fatiguée et c'est vrai que lui, il n'a pas compris. Et puis après, on devient une autre personne quand on doit se battre pour rester en vie. Forcément, on doit mûrir plus vite, j'imagine. Oui. Et donc, vous avez rencontré l'amour en allant chez le psy. Voilà, parce que j'étais à une phase de ma vie où vraiment j'allais abandonner la bataille parce que la chimiothérapie était vraiment trop difficile. Voilà. Et mon médecin m'a dit, toute l'équipe médicale qui me suivait m'ont dit, on va vous adresser à un psychiatre pour qu'il vous aide à vivre mieux votre chimio parce qu'il faut vraiment que vous la continuiez. Donc j'ai rencontré ce psychiatre. Au début, c'est vrai qu'il y a eu un coup de foudre en fait entre les deux. Il a dû se l'interdire. Bien sûr. Ah oui, tout à fait. Donc il se l'est complètement interdit parce que moi en plus je vivais quelque chose de... Moi c'était... Voilà. Si j'étais pas malade, il me l'aurait dit tout de suite que voilà, il pouvait pas continuer, qu'il avait eu un coup de foudre, mais là il se l'interdisait d'autant plus parce qu'il avait quand même le devoir de. Alors il s'est interdit combien de temps? 2 ans, pratiquement 2 ans, 1 an et demi, voilà. Jusqu'à ce que vous alliez mieux. Et puis alors comment il vous a fait sa déclaration? Un jour, donc il m'a offert des chocolats à Noël, donc je me suis dit petit signe. Et puis ensuite, au Nouvel An, il m'a dit... Et puis, grâce à un réseau social, je lui ai envoyé mes vœux. Et là, il m'a répondu. Et je lui ai dit merci pour les chocolats. Et là, il m'a répondu en disant qu'il en avait encore. Donc, mais vous n'alliez plus le voir à l'époque? Si, on avait un rendez-vous de prévu. Donc là, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Et donc après le Nouvel An, donc c'est vraiment des dates pour moi qui sont vraiment magiques. Et donc, il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Voilà. Et donc, l'histoire s'est enclenchée. Qu'est-ce qui s'est passé le matin de l'enregistrement de l'émission, quand vous étiez venu? Alors, le matin de l'enregistrement, il m'a dit d'aller dans une chambre à l'étage et d'ouvrir les volets. J'ai dit, pourquoi? Alors, je suis montée à l'étage, d'ouvrir les volets. Et quand j'ai ouvert les volets, en bas, il y avait un sol en béton, en fait, qui venait d'être fait. Et là, il avait mis plein de petites galettes, plein de petits cailloux en disant « Veux-tu m'épouser ?» Oh, que c'est romantique. Et après l'émission, les réactions? Alors, après l'émission, ça a été vraiment fabuleux. Parce que, l'émission est passée le 22 décembre, donc en période de vacances, de Noël. Donc il y a énormément de monde qui ont vu cette émission. Et à l'école, dans la rue, les gens m'ont reconnue, m'ont sauté au cou, m'ont embrassée. J'ai reçu énormément d'amour, énormément de compassion, énormément de compréhension. Déjà des choses que j'ai eues sur le plateau grâce à l'équipe en préparant l'émission. Et voilà, l'émission, ça m'a vraiment... ça m'a touchée moi et ça a touché vraiment beaucoup de monde. Voilà, je pense que c'est mon message d'espoir. Espoir, voilà. Vous n'avez pas hésité une minute à revenir nous donner de vos nouvelles. Pourquoi c'était important pour vous d'être à nouveau parmi nous aujourd'hui? Déjà, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie, en la compagnie de toute l'équipe. Moi, j'ai été choyée. Ça m'a redonné énormément confiance en moi. Et puis maintenant, voilà, je pense que c'est
c'est même plus qu'une évidence, en fait. C'est mon devoir de dire à tout le monde, même, pas qu'aux malades finalement, mais surtout aussi aux malades, qu'en fait, il faut toujours y croire. Parce que dans ma maladie, mais encore dans pas mal d'autres maladies, moi, c'est un cancer rare que j'ai eu. Et il y avait beaucoup de témoignages négatifs. Et il fallait absolument que j'en trouve un pour me remonter le moral. Et moi, j'en ai entendu des petits messages positifs et je me suis raccrochée à ça pour pouvoir m'accrocher encore plus. Parce que quand on a l'impression de se battre toute seule, c'est difficile. Mais dès qu'on entend un message positif, il faut s'y accrocher parce que ça donne encore plus envie de Comme à une bouée. Donc voilà. Vous êtes revenu pour lancer des bouées. Pour lancer des bouées, voilà, c'est mon rêve ultime. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, ouais. J'ai fait encore un scanner juste après l'émission. Et puis tout va bien, voilà. En tout cas, vous êtes ravissante, vous resplendissez, vous rayonnez et on vous souhaite d'être très heureuse. Merci. Merci à vous. D'être revenue nous voir. Merci pour ce message qui, je pense, aidera beaucoup de ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui se sentent seuls et en souffrance. Florent, c'est vous qui allez commencer à signer le grand livre de l'histoire continue. Merci bien. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité, merci pour ces témoignages. À bientôt. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Ma mère vit chez moi actuellement. C'est tout simplement plus vivable. Du jour au lendemain, leur mère est venue s'installer chez eux. Je me suis dit ça va être que provisoire et au final ça perdure. 23 ans? Vous avez cohabité avec votre mère pendant 23 ans? Je pourrais pas. 23 ans, je peux pas. Déjà un an, c'est pas supportable. Une cohabitation un peu particulière qui fait souvent des étincelles. On avait souvent des disputes. J'ai plus de vie, j'ai plus d'intimité, je me sens plus chez moi. On allait dans la chambre, on fermait la clé pour essayer de se retrouver un petit peu tous les deux. Elle avait tendance à taper un peu à la porte. Vous enfermez dans votre chambre, ça vous arrivait? Ah bah si, quand même, on a fermé, parce que sinon on n'aurait pas fait 2 enfants. On ne doit pas étouffer ces enfants, on les a pas fait pour les garder. Avant tout, il y a le couple. Même si on aime notre maman. Ne pas prendre sa mère, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est simplement chacun sa vie. Et pourtant... Ça fait 13 ans que je vis avec ma maman, mon mari. Ça se passe super bien. Dites donc, Frédéric, c'est embêtant parce qu'on n'a rien à dire. Là, hein.